Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes maire de Pau, vous êtes président du MoDem et vous êtes haut commissaire au plan. Mais ça sert à quoi finalement le plan ? Ça sert à quoi un haut commissaire au plan ? C'est, à mon sens, une des missions les plus importantes. Vous savez, pendant des décennies, 2 ou 3 décennies, on a fait de la politique en regardant non pas les années qui venaient, ni les décennies qui venaient, mais l'immédiat accident, le scandale de la veille, ce qui entraîne l'émotion. Vous savez bien, c'est votre métier. Et donc, on s'aperçoit après que si on ne regarde pas le long terme, alors on se trouve en situation absolument critique. Le journal... Mais aujourd'hui, on est en situation dans de nombreux domaines absolument critiques. Ceci justifie absolument la mission qui est confiée à la petite équipe qui est chargée de dégager les enjeux de l'avenir et de les faire entrer dans le débat national. Je prends un exemple qui est ce matin dans le journal Marianne. Le plan a sorti une étude extrêmement précise pour savoir pourquoi la France était dans cette situation inacceptable, catastrophique, d'avoir des déficits du commerce extérieur par dizaines et dizaines de milliards. Ça veut dire qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte. 70 milliards, alors que les Allemands sont en excédent de 250 milliards. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, on exporte de la pomme de terre, mais on importe des chips, qu'on ne sait pas transformer les produits, qu'on ne sait plus transformer les produits. C'est-à-dire, nous avons été un très grand pays industriel, et puis peu à peu, on a considéré que, au fond, l'intérêt général du pays, de la nation, était moins important ou devait moins diriger les choses que l'intérêt de chaque entreprise. On a cru que la somme des intérêts particuliers faisait l'intérêt général. Il se trouve que ce n'est pas vrai. Parce que la France, peu à peu, s'est trouvée dépouillée de ses capacités productives. C'est vrai en agroalimentaire, vous l'indiquez, on vend des pommes, on importe du jus de pomme, enfin des choses de cet ordre. Vous l'avez dit, c'est vrai pour l'industrie. Pommes de terre. On a calculé, on s'est amusé à calculer le prix du déficit commercial sur la ratatouille. Vous savez, la ratatouille, il y a 5 légumes. Ça me parle, François Bayrou, la ratatouille. Il y a 5 légumes, du poivron, et on s'aperçoit qu'on a 800 millions d'euros de déficit sur les produits, les légumes qui font la ratatouille. Les produits qui sont normalement la fierté de la France. Mais justement, François Bayrou, il y a hier, vous l'avez peut-être entendu, eu cette affaire autour du pull de l'armée française sur la question du Made in France. Et les politiques se sont un peu tous jetés dans la gueule du loup. Arnaud Montebourg le premier, puis Xavier Bertrand, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur la question des pulls français qui seraient en réalité aujourd'hui fabriqués par la Chine. Alors, ça n'était pas juste, ça n'était pas une information juste, mais c'était ce que vous appelez fake news. C'était en partie faux, parce que quand on regarde dans les faits, les entreprises qui en effet produisent les pulls français pour l'armée, il y en a la moitié qui sont produits en France, il y en a l'autre moitié qui sont produits au Maghreb. Est-ce que ça vous le regrettez ? Non. Pour être honnête, si on veut que les entreprises françaises soient compétitives, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles puissent proposer des produits à des produits abordables, tout en gardant la conception du produit, la recherche quand il y a de la recherche, le design quand il y a du design, les points de commercialisation critiques, il faut qu'elles puissent le faire à des prix abordables. Lorsque les Allemands produisent des voitures et que ces voitures sont achetées partout parce qu'elles sont réputées de très haute qualité, ils en produisent la moitié des pièces au moins sont produites dans les pays de l'Est européen parce que les conditions de travail... Elles n'en sont pas moins voitures allemandes. Ce qui est crucial pour moi, c'est que vous conserviez le produit. Parce que quand vous gardez le produit, la définition du produit, vous gardez à la fois son présent, la production, et vous gardez son avenir. Vous êtes aux commandes. Vous pouvez améliorer constamment. Mais dans le cas de ces pulls, pardon, j'en reviens à notre histoire de pulls de l'armée française. Et quand on en revient à ça, oui, en effet, ils se sont jetés dans la gueule du loup parce que c'était une fake news, comme vous dites, et que non, ce n'est pas une entreprise chinoise qui produit des pulls français. Mais est-ce qu'ils ont eu raison d'alerter ? Est-ce qu'ils ont eu raison de dire c'est à nous de produire les pulls de l'armée française ? Mais vous dites deux choses à la fois.
Est-ce qu'ils ont eu raison de propager des fausses rumeurs et des informations mensongères? Non, et c'est un des maux dont nous souffrons. Et on ne peut pas accepter que dans un débat comme celui-là, les protagonistes, ceux qui sont au premier rang de l'action et du débat, puissent ainsi se faire propagateurs de fausses nouvelles. Parce que c'est ça la vérité. Ça n'était pas vrai. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. C'était faux. C'était un mensonge. Deuxièmement, est-ce que... Vous attendez plus de sérieux de la part des candidats à la présidentielle, quoi? Oui, j'attends qu'ils soient véridiques, qu'ils disent la vérité. Premier point. Mais deuxième point, est-ce qu'on a raison de braquer le projecteur, d'éclairer chacune des situations qui provoquent la crise dans laquelle nous sommes au détriment de la France? Je vais y venir dans une phrase. Est-ce qu'on a raison? Oui. On a raison. Pourquoi? Parce que on devrait avoir, on doit avoir comme loi, ou en tout cas je proposerais qu'on ait comme loi. On doit être présent sur tous les secteurs dont nous ne sommes pas exclus, par exemple par manque de matières premières. Il y a un très grand secteur énergétique, les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, on n'en a pas chez nous, on n'en a plus chez nous. On en avait le gaz chez nous, à Lac, en Béarn, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc oui, dans tous les secteurs où nous avons la capacité scientifique, technologique, la capacité industrielle, on doit être présent. Et on doit se fixer comme objectif d'être présent. Et c'est la responsabilité de l'État de produire et d'acheter. De produire et d'acheter, naturellement. Non mais je dis et d'acheter parce que le code, pour le coup, des commandes publiques est très précis là-dessus. Vous le savez mieux que personne, puisque vous êtes aussi maire de Pau. À la faveur de cette histoire de pull, j'en reviens à ça, mais parce que c'est à la croisée de beaucoup de questions, on redécouvre, au fond, que le droit européen nous empêche d'acheter français. C'est-à-dire que si vous êtes une collectivité, vous n'avez pas le droit de privilégier une entreprise française plutôt qu'une autre entreprise. Non, je crois que nous avons toutes les possibilités en réfléchissant au marché, aux composantes du marché. Et pour moi, l'emploi est une composante du marché. Vous pouvez justifier en disant je préfère que ce soit local, je préfère qu'il n'y ait pas trop de coûts de transport. Vous faites en sorte que, en effet, on prenne en compte les nuisances qui viennent du transport, on prenne en compte les nuisances qui viennent de la carbonation. C'est un peu hypocrite. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas clairement favoriser une entreprise française, point barre? Parce qu'il y a des lois qui sont des lois pour une concurrence équitable. Juste elle l'est pas visiblement. Si, elle l'est. Et c'est pourquoi on doit aller dans ce sens-là. Mais allons un tout petit peu plus loin, puisque nous avons abordé le sujet. Qu'est-ce qui est en jeu dans cette affaire-là? Il n'y a pas seulement les emplois français. Il y a la totalité du modèle social français. Nous avons un modèle social qui est unique au monde. Nulle part dans le monde, vous ne trouverez éducation gratuite, santé gratuite, assurance chômage garantie, retraite garantie par répartition. Nous sommes la seule société au monde qui a choisi cette solidarité du tous pour un. Quel que soit l'accident que vous avez, même si vous êtes pauvre, si vous êtes atteint par une maladie gravissime où il faut des molécules rares et des traitements uniques, vous êtes en France garanti de l'avoir. Et personne ne le dit jamais. Personne n'en parle jamais. On ne vous laissera pas tomber en France, contrairement au modèle anglo-saxon. On ne vous demandera pas votre carte bleue quand vous entrez à l'hôpital. Vous êtes soigné parce que vous appartenez à cette communauté nationale. Et ce modèle social incroyable, unique, ce modèle social et éducatif unique, il est entièrement assis sur notre capacité à le financer. Et nous ne le financerons que si nous avons un appareil productif qui est à la hauteur. Et vous voyez comment ces deux enjeux-là, économiques et sociaux, ces deux enjeux-là sont des enjeux cruciaux pour l'avenir. Et donc notre ligne directrice, en tout cas c'est celle que nous proposons nous, c'est celle de la reconquête. Tous ces secteurs que nous avons laissés tomber
alors il est juste et naturel que nous ayons une stratégie pour les reconquérir. Vous vous souvenez que j'avais fait une campagne présidentielle sur ce thème, avec 2 verbes qui étaient produire et instruire. À l'époque, ça n'était peut-être pas encore mûr. Vous pourriez être un nouveau candidat, parce que j'ai l'impression que à l'époque, ça n'est pas encore mûr, mais peut-être la nécessité va-t-elle l'imposer aujourd'hui? On va y revenir sur cette question, y compris politique. Vous parliez à l'instant de cette enquête, en effet, faite par le Haut-Commissariat au Plan, qui est révélée par le journal Marianne, qui nous dit que si on prend 900 produits de consommation courante, eh bien on est aujourd'hui en déficit commercial, c'est-à-dire qu'on les importe alors qu'on pourrait parfaitement les produire et qu'on est très mauvais sur la transformation. Je prenais l'exemple de la pomme de terre. On produit des pommes de terre, mais on les exporte, et on importe des chips. On produit du bois, on l'exporte, mais on importe des meubles. Catastrophiquement. On fait comment pour être bon aussi dans la transformation? Ça suffit pas de le montrer, comment on fait? Stratégie nationale. C'est pourquoi il faut quelque chose, on peut le nommer plan. Moi, j'aime cette histoire qui vient du général de Gaulle et de Jean Monnet après-guerre, c'est-à-dire la collectivité nationale, la communauté nationale qui dit nous allons ensemble réunir les conditions et faire naître la volonté publique et privée. Parce qu'on ne le fera pas si c'est seulement le public, parce qu'on n'aura pas les moyens. Il faut que toutes les... vous vous rendez compte de la situation? On a des entreprises françaises qui sont parmi les premières du monde. On fabrique des satellites, on fabrique des lanceurs, on fabrique des avions parmi les meilleurs de la planète. Je vais vous donner un exemple quand même, François Bayrou. On parlait tout à l'heure de l'automobile allemande. Quand on voit qu'au moment où on se parle, la moitié de notre secteur automobile en France est à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'on est dépendant de ces tout petits microprocesseurs, ces semi-conducteurs comme on dit, que l'on importe et qu'on n'a plus en ce moment. Alors évidemment, pour répondre à ça, la France s'est dit on va remettre au pot, on va remettre sur la table. Et Emmanuel Macron nous dit on va mettre 6 milliards sur 5 ans pour ces semi-conducteurs. Alors on est tous là, 6 milliards, 5 ans, c'est sublime. Sauf que dans le même temps, en fait, on a TSMC, qui est le champion mondial du semi-conducteur, qui, lui, met, accrochez-vous bien, 100 milliards sur 3 ans. On n'est pas dans le game. On n'est pas dans le jeu. Avec nos petits 6 milliards qui nous paraissent pourtant beaucoup. Il y a une maladie française. Et je ne voudrais pas que vous en soyez victime. Je veux vous préserver, vous protéger de cette maladie-là. Il y a une maladie française qui est que, en France, on adore voir ce qui ne va pas. Mais ça, on n'aurait pas pu l'anticiper. Mais si, on pouvait l'anticiper si vous aviez été nommé au commissaire au plan il y a longtemps, si j'ai bien compris. Oui, peut-être même si j'avais été élu quand j'ai proposé cette stratégie-là. Je vous dis, il y a des moments où les choses ne sont pas mûres, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et donc, on devait... On s'est trompé de ne pas le faire. On a été envahi par une idéologie souterraine qui était une idéologie qui faisait qu'on voyait d'un mauvais œil l'intervention de l'État. On s'est trompé sur toute la ligne sur ces sujets, à mon avis, puisque on a abandonné une partie de nos secteurs de production. Mais arrêtons de penser que nous sommes incapables de relever les défis. Je crois que nous pouvons les relever tous. Quand on a une technologie et une science du niveau qui est celui de la technologie et de la science française, quand on sait fabriquer des satellites, des fusées, des avions... on doit donc avoir peur de personne. On doit n'avoir peur de personne. À condition que tout le monde commence à comprendre qu'on est embarqué sur le même bateau, que l'État a le devoir d'être visionnaire s'il peut, stratège s'il doit, et fédérateurs, rassemblés autour de la table, par exemple les très grands services de recherche, les très grands secteurs industriels, qui eux savent faire et qui peuvent aider à la naissance d'entreprises plus jeunes, des start-up comme vous dites, qui prendront le relais sur ces secteurs-là et les protéger et les aider. Parce que quand vous êtes une très grande entreprise, vous avez un secteur de distribution dans le monde entier, vous avez un secteur... une organisation commerciale et de distribution dans le monde entier. Et c'est là qu'il faut aller apporter le soutien des grands aux plus petits. Et les aider aussi à l'étranger. François Bayrou, ce matin, je suis quand même assez frappée chez vous d'une forme quand même presque à la fois d'impassience
d'impatience à réussir à faire changer les choses et un peu de regret. C'est-à-dire quand vous me rappelez le slogan qui a été le vôtre lorsque vous étiez candidat à la présidentielle, quand vous me dites mais au fond ça aurait pu changer si j'avais été élu, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que vous avez renoncé ou est-ce que vous vous dites au fond ce slogan il est encore d'actualité, allez-y quoi? C'est drôle parce que l'idée que au fond on devrait un jour être amené à renoncer, comme vous dites, c'est le verbe que vous avez utilisé. Ce verbe n'appartient pas à mon vocabulaire. Vous n'avez pas renoncé? Non, à rien. Je suis, comme vous, quelque chose d'extrêmement précis. Je suis un citoyen. Qu'est-ce que c'est un citoyen? C'est une personne, une femme, un homme, un père de famille, une mère de famille, un jeune homme ou une jeune fille qui se sent responsable. Vous l'êtes un tout petit peu plus que moi, si je peux me permettre. Moi, j'ai pas été candidate à la présidentielle. Ça viendra peut-être. C'est pas n'importe quel citoyen. Ça viendra peut-être. Et donc, pleinement citoyen, ça veut dire pleinement responsable. Et je n'ai jamais de ma vie, à aucune minute, j'espère que ça ne viendra pas, si ça vient, je viendrai vous le dire, mais je n'ai à aucune minute eu la tentation de renoncer à une part quelconque de cette responsabilité. Mais pardon de vous poser la question plus précisément. Mais François Bayrou, on est à l'aube de cette campagne présidentielle, il y en aura encore d'autres derrière. J'ose parler de votre âge, il est public, donc c'est pour ça que je le dis, vous avez le même âge que Michel Barnier qui est candidat, vous avez 8 ans de moins que Joe Biden qui est président aux États-Unis, il n'y a aucune raison de renoncer, c'est ce que vous vous dites aussi, y compris à être président, à gouverner, à diriger la France? Alors, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il y a en France un président de la République. Je pense que de tous ceux que j'ai vus, fréquentés, observés depuis 2 ou 3 décennies, il est celui qui a le plus de capacité à affronter le monde incroyable dans lequel nous sommes. Il n'a pas peur, ça compte. Il a des idées, ça compte. Il a cette capacité à faire naître une énergie, y compris dans l'ensemble européen. Vous avez vu sa rencontre avec Angela Merkel, c'est au fond ce qu'elle a dit. Et il a, comment dirais-je, le sens des choses essentielles et de la différence entre les choses essentielles et les choses secondaires. Donc il n'y a aucun doute, vous le soutenez? S'il décide de se représenter, ou quand il aura décidé de se représenter, je le soutiendrai. Il ne faudrait pas qu'il le fasse un peu plus rapidement qu'il ne le fait, là? C'est pas le moment, là? Nous avons eu plusieurs fois des présidents de la République qui, en effet, songeaient à se représenter, et puis vous avez vu que tous ont dit... Pendant le temps où j'exerce le cœur de mes fonctions, je ne vais pas aller me lancer dans une campagne électorale. La campagne, elle commence sans lui. Quand vous voyez un Éric Zemmour qui désormais est en capacité de se retrouver au 2e tour face à lui, est-ce que vous vous dites, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer dans le débat, rentrer dans le combat? Est-ce qu'Éric Zemmour pourrait gagner? Une élection, tout le monde peut gagner, mais le sujet qui est posé par la candidature éventuelle d'Éric Zemmour et par ses déclarations plus tonitruantes les unes que les autres, c'est un sujet qui n'est pas seulement politique ou électoral, c'est un sujet pour l'identité de la France. On lit des choses absolument bouleversantes. Quand Éric Zemmour, on connaît tous Éric Zemmour depuis longtemps. Nous politiques, nous journalistes. Et moi, j'aurais jamais imaginé qu'il dérive vers des thèmes de cet ordre-là. Quand Éric Zemmour dit, parlant des petites filles juives assassinées par Mohamed Merah à Toulouse, qu'il a pris par les cheveux et qu'il a tué d'une balle dans la tête. Quand il insinue qu'elles ne sont pas vraiment françaises parce qu'elles ont été enterrées en Israël. Et il les met dans la même phrase que Merah, qui lui a été enterré dans son pays d'origine au Maghreb. Est-ce qu'on peut imaginer pire comme déclaration? Mais quand vous voyez 17% des Français aujourd'hui sont prêts à voter pour lui, avez des comment filles, est-ce que vous l'expliquez? J'ai des filles. On sait ce que c'est... l'enfance et l'enfance massacrée, l'enfance profanée par des actes de cet ordre. C'est une forme de profanation, une seconde profanation de la part d'Éric Zemmour? Oui,
je ressens ça, je le dis comme vous voyez, avec l'émotion d'un père de famille. Comment peut-on dire des choses comme ça? Comment peut-on être politique, citoyen, civique, se prétendre historien quand on dit des choses comme ça? Mais ça a des échos très loin dans l'histoire, hein, parce que ce type de déclaration qui dit deux choses au fond, vous ne pouvez pas vous arracher à votre origine. Hein, c'est comme ça. Vous êtes condamné à vie à être dans votre origine, dans votre naissance, dans votre religion. Vous ne pouvez pas élargir votre regard. Et deuxièmement, la France, ça devrait être tous pareils, tous à la même toise. Et on connaît très très bien ça. C'est la Saint-Barthélemy, quand on n'a pas voulu qu'il y ait des protestants avec les mêmes droits que les catholiques. C'est la révocation de l'édit de Nantes. Et chaque fois, parce qu'il sait très bien, Zemmour, ce que je dis là, chaque fois il a justifié le pire. Il a justifié chaque fois le pire. De ce pire-là, un pays ne peut pas se relever. Aucun pays dans le monde, sans exception, n'a pu se relever de cette espèce de glissement perpétuel vers les choses Votre alerte, les plus abominables. Elle est très grave et vous avez des mots très graves et même les yeux émus en le disant. François Bayrou, commissaire au plan, maire de Pau, président du MoDem, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin.